Bonjour! Aujourd'hui, notre équipe composée de Kelly, Stéphanie, Joseph et moi abordons le trouble d'anxiété généralisée, plus souvent appelé le TAG. Pourquoi? Entre autres parce qu'au cœur des années 90, beaucoup affirmaient que le mal du siècle était le stress. Or, ce mal du siècle semble aujourd'hui être le TAG. D'ailleurs, une étude effectuée entre septembre et décembre 2020 indique que le trouble d'anxiété généralisée a été non pas diagnostiqué, mais dépisté chez pas moins de 13% des Canadiens âgés de 18 ans et plus. Pourtant, ce trouble est encore très stigmatisé. Parallèlement, on peut voir que notre époque a été marquée par un passage progressif d'un État-providence qui assurait les besoins de ses citoyens par l'entraide et la collectivisation, tels que l'impôt, vers un État néolibéral qui met de l'avant l'autonomie et la responsabilisation individuelle. Cette nouvelle normalité voudrait que chaque individu réponde de façon individuelle à ses besoins socio-économiques et physiques, tels que de se loger et se nourrir, et à ses besoins psychologiques, tels que d'entretenir une bonne santé mentale. Il est ainsi pas étonnant de voir que la grande prévalence de l'anxiété dans nos sociétés, étant donné du poids qui repose sur les épaules des individus aujourd'hui. Mais pour bien comprendre c'est quoi un TAG, au fond, il faut comprendre c'est quoi l'anxiété, puis c'est quoi la différence entre stress et anxiété. Premièrement, l'anxiété est une réaction physique et psychologique à un stresseur qui est, disons, potentiel, alors que le stress, lui, est une réaction physique et psychologique aussi, mais à un stresseur qui, lui, est bien présent, bien réel. Ainsi, quand on parle du TAG, on fait référence à une inquiétude généralisée, permanente et excessive qui est accompagnée de symptômes physiques. Ces symptômes résultent en fait de la sécrétion d'hormones de stress par notre cerveau, lorsque celui-ci a identifié une menace, nous donnant ainsi les ressources nécessaires pour soit combattre cette menace ou pour prendre nos jambes à notre cou et s'enfuir. Au fond, ce trouble part d'un principe assez simple et fort utile, assurer notre survie. Sauf que dans le cas des gens qui souffrent du TAG, la partie du cerveau qui sert à détecter les menaces est très active, trop peut-être. Alors que celle qui sert à réguler les émotions, travaille trop peu. Ainsi, ressentir de l'anxiété n'est pas une mauvaise chose en soi, c'est plutôt la fréquence et le niveau de l'anxiété qui va déterminer si c'est un problème ou pas. D'ailleurs, parmi les troubles anxieux, il n'y a pas que le TAG. Il y a aussi le trouble panique, qui peut être décrit comme des attaques de panique qui se traduisent par des palpitations, de la transpiration, avoir le souffle coupé ou même avoir une crainte excessive de mourir de façon répétitive et inattendue. L'agoraphobie est quant à elle une anxiété forte qui est liée à la crainte de ne pas être capable de s'échapper de lieux publics. Il y a aussi les phobies spécifiques comme avoir une crainte excessive des araignées ou même des clowns. Puis finalement, l'anxiété sociale, qu'on pourrait décrire comme une anxiété intense issue en fait de la crainte d'être jugé par les autres en situation sociale. C'est quoi un trouble d'anxiété généralisée qu'on appelle souvent un TAG? Il faut que la personne présente certains critères. On vit tous du stress, de l'inquiétude face aux activités, à notre avenir. C'est important d'en avoir parce que ça nous permet de planifier puis de se préparer. Mais quelqu'un qui a un TAG, il pense constamment, même s'il sait que ça l'aide pas. Il est incapable de faire autrement, incapable de se positionner, incapable d'arrêter le hamster qui tourne dans sa tête puis qui regarde toutes les possibilités, même les plus folles. Ça dérange sa vie, sa famille, son travail, ses études, sa vie sociale. Bref, ça chamboule toute sa vie parce que les pensées sont vraiment envahissantes puis qui prennent toute la place. C'est pas parce que ça t'arrive une fois que tu as un TAG. Faut que le médecin que tu rencontres regarde les critères qui sont dans le DSM. Alors, je te propose de faire un petit tour de ces critères puis de te les expliquer. Il y en a 6. Le premier, c'est le critère A. Anxiété et soucis excessifs. Attente avec appréhension. Survenant la plupart du temps, durant au moins 6 mois, concernant un certain nombre d'événements ou d'activités, tels que le travail ou les performances scolaires. En d'autres mots, pendant une période de temps, minimum de 6 mois, à plusieurs moments de ta journée, ou voire continuellement, tu t'inquiètes beaucoup de ce qui va arriver. Par exemple, tu quittes pour le boulot, puis t'as beau partir en avance, tout le long du chemin dans ta tête, la seule chose que tu penses, c'est que tu veux pas arriver en retard. Parce que là, si t'arrives en retard, il y a tellement plein de scénarios possibles. Si t'avais une panne, s'il y avait un accident, que les routes étaient fermées, que ton téléphone tombe en panne, que je peux pas aviser personne, si j'avise pas personne, ils vont penser que je suis pas fiable. Si j'ai un accident, c'est parce que je suis imprudent. Là, vu que je suis imprudente, puis je suis pas fiable, mon patron va me licencier, ça c'est certain. Il n'engagerait pas quelqu'un qui est imprudent et inconscient comme moi. Si j'ai plus de travail, je vais payer quand même ma maison. Ah, ok.
Ouais, c'est vrai. Si ce chemin-là est bloqué, je pourrais en prendre un autre. Mettons que j'appelle au travail, bon, ça répond pas. Qui c'est donc je pourrais donc appeler? Puis ça se poursuit là dans ta tête là, avec des scénarios comme ça qui tournent, puis c'est sans fin. Puis ça peut être sur plein de sujets, puis continuellement. Tellement que ça nous amène au critère B, qui dit « La personne éprouve de la difficulté à contrôler cette préoccupation. » Ben oui, une fois que le hamster est parti dans sa roue, il n'y a rien qui arrive à l'arrêter. Il tourne, puis les idées s'enchaînent à vitesse de l'éclair, reviennent sans qu'on le veuille ou qu'on puisse les arrêter. Ça te semble épuisant, hein? Ben c'est ça qui nous amène au troisième critère. L'anxiété et les soucis sont associés à 3 ou plus des 6 symptômes suivants, dont au moins certains ont été présents la plupart du temps dans les 6 derniers mois. Agitation, sensation d'être survolté ou à bout, fatigabilité, difficulté de concentration, trou de mémoire, irritabilité, tension musculaire, perturbation du sommeil. Bref, tu vas l'avoir compris, là, avoir des pensées comme ça qui tournent dans ta tête, là, ça occupe beaucoup. Puis il se peut que pendant ce temps-là, ta concentration soit pas optimale sur les autres choses de la vie quotidienne, puis que tu oublies des choses. Si les pensées sont présentes le soir, alors que c'est le temps de ton dodo, il est fort possible que ça t'empêche de dormir, que ça te réveille la nuit, puis que ça te cause de la fatigue dans la journée. Qui dit fatigue, dit irritabilité, tes émotions sont à fleur de peau, moins une petite chose t'amène à avoir de la colère, de l'impatience. C'est souvent des facteurs qui sont interreliés entre eux, comme tu peux le voir. C'est pour ça qu'on en demande au moins 3 dans les 6 derniers mois. Il se peut que la personne les ait tous à un moment de grande anxiété et que certains retombent lorsque les pensées sont moins envahissantes. Mais comme on le voit, les effets de l'un vont souvent avec les autres. Ensuite, le 4e critère dit l'anxiété, les soucis ou les symptômes physiques entraînent une détresse ou une altération cliniquement significative du fonctionnement social, professionnel ou dans d'autres domaines importants. Bien oui, tu l'auras deviné, tout ce que je viens de te nommer avant, ça entraîne souvent des conséquences sur le fonctionnement de la personne. Ça va la faire souffrir là, d'avoir des pensées comme ça impossibles à arrêter. T'imagines-tu la fatigue qui est reliée à tout ça? Dans un couple, ça peut vraiment créer des tensions quand le conjoint essaie de te rassurer, là, puis que toi, tu continues à avoir des inquiétudes sur des petites choses anodines de la vie. Ça se peut qu'il y ait des gros conflits. La personne, elle peut commencer à décider de s'isoler pour éviter des situations qui la rendent anxieuse. Les oublis, les absences, la pression au travail, même aller jusqu'à une perte d'emploi, c'est possible. Parce que ça fonctionne pas, ça tourne, puis tu t'es dérangé par toutes tes pensées. Fait que, dans le fond, les conséquences qui se ressentent pour elle se ressentent aussi sur ses proches puis dans sa vie sociale. Cette personne-là, elle sait que ses pensées sont présentes, elle est juste incapable de les contrôler. Donc, ça a forcément un impact dans ses relations parce que les gens ont beau tenter de te rassurer, rien n'y fait. Fait que les amis, la famille peuvent s'épuiser puis s'éloigner. Le 5e critère, c'est la perturbation n'est pas imputable aux effets psychologiques d'une substance ou d'une autre affection médicale. Bon, tu l'auras compris, certaines substances, drogues ou médicaments pourraient provoquer là, des effets physiques et psychologiques qui sont reliés à l'anxiété. Que ce soit des tensions musculaires, des pensées qui tournent dans la tête, le médecin se doit d'éliminer toutes ces causes-là avant de te poser un diagnostic de tête. Tu pourras avoir une maladie physique qui te cause une agitation ou de la grande fatigue, fait qu'il faut vraiment qu'il aille faire un examen médical pour éliminer tout le reste. Puis le dernier critère, c'est la perturbation n'est pas mieux expliquée par un autre trouble mental. Tu auras compris que dans les troubles anxieux, il y a plusieurs autres diagnostics possibles. On doit les éliminer puis confirmer que ce que tu vis, c'est vraiment lié aux critères que je viens de t'expliquer et non pas la crainte, mettons, d'avoir une autre attaque panique dans un trouble panique ou une évaluation négative, mettons, dans l'anxiété sociale. Fait en bref, le TAG, c'est des pensées dans ta tête qui sont très présentes, qui te font te soucier de petits détails très anodins pour certains. Tu planifies l'ensemble des conséquences possibles, tous les scénarios qui peuvent se produire, puis ça, sans pouvoir le contrôler. Ça peut aller vraiment très loin, te causer diverses problématiques sociales, professionnelles, mais surtout, ça te dérange, toi. Parce que c'est souffrant d'être constamment en alerte. L'intensité, la durée puis la fréquence de l'anxiété et des soucis sont hors de proportion avec l'impact de l'événement qui est redouté. Je vais maintenant vous parler de la prévalence en me basant sur le livre Psychopathologie, une approche intégrative, qui met de l'avant des auteurs tels que Kessler et ses collaborateurs. Donc on peut voir que la proportion de la population qui répond aux critères diagnostiques de TAG ou qui peuvent être diagnostiqués de ce trouble sur une période d'1 an serait de 3,1%. Tandis que les personnes qui pourraient répondre à ces mêmes critères à un moment quelconque de leur vie ou à vie seraient de 5,7%. Ainsi, on voit que c'est l'un des troubles anxieux les plus communs à notre population. En ce qui concerne les genres, on voit que les femmes sont davantage touchées que les hommes par le TAG, représentant le 2/3 des diagnostics. Cela s'explique par l'influence sociale puisque notre société a tendance à diviser les genres de façon binaire. La femme est ainsi vue de façon stéréotypée comme un être fragile, tandis que l'homme devrait être un être fort. Ainsi, il est plus aisé pour les femmes de faire part de leurs émotions, telles que les inquiétudes ou les peurs, tandis que l'homme doit se montrer fort face aux épreuves de la vie. On peut également voir selon Statistique Canada que les hommes sont plus enclins à consommer de l'alcool de façon abusive, qui peut être hypothétiquement un comportement compensatoire face à cette anxiété intériorisée.
En ce qui concerne l'âge, 31 ans serait l'âge médian, ce qui est logique puisque c'est une période où on se voit attribuer de nombreuses responsabilités, telles qu'une famille à charge. On peut également voir que les personnes âgées sont davantage touchées que les jeunes par ce même trouble. Ainsi, les personnes de 45 ans et plus seraient dans 10% des cas touchées par le TAG qui représente le trouble le plus présent chez cette population. Selon Rodin et Langer, cela s'expliquerait par la dégradation de la santé qui se fait avec l'âge ainsi que la façon dont on traite les personnes âgées dans notre société, telles que des personnes qu'on doit prendre en charge ou comme des fardeaux devant être placées dans les CHSLD. Ainsi, avec l'âge, la qualité de vie se dégrade et le contrôle sur son environnement est de moins en moins présent, ce qui amène beaucoup d'anxiété. Donc on peut voir que c'est un trouble qui a tendance à se chroniciser puisque le taux de rémission après 2 ans est de seulement 8%. Tandis que le taux de rechute après guérison est de 45%, ce qui est considérable. Ainsi, c'est un trouble qui se développe tôt et graduellement et qui a tendance à se perpétuer tout au long de la vie des gens avec des fluctuations de symptômes. Donc, quand on a un TAG, on a tendance à avoir des périodes plus anxieuses et moins anxieuses. Commençons à la base en parlant des habitudes de vie. Tout d'abord, on a remarqué que le manque de sommeil pouvait venir amplifier les symptômes anxieux. Donc, il est d'autant plus important pour une personne anxieuse de dormir suffisamment. On a aussi remarqué que faire de l'exercice physique régulièrement aurait des effets positifs car l'exercice aide à lutter contre l'anxiété. Certaines études soutiennent même que les effets de l'exercice physique sont comparables aux effets de la prise d'un antidépresseur. Une dernière habitude de vie que j'ai envie d'aborder, c'est la technique 365 pour atteindre ce que l'on appelle la cohérence cardiaque. Pour faire simple, c'est une technique qui consiste à faire 3 fois par jour, 6 respirations par minute et ce, durant 5 minutes. Pratiquer la cohérence cardiaque est bénéfique pour les personnes atteintes d'un TAG car cela permet une réduction de la perception du stress et amène aussi une impression de calme. Parlons maintenant des traitements pharmacologiques. Il y a les anxiolytiques qui peuvent être prescrits et qui agissent en quelques minutes pour apporter un certain soulagement. Mais ils sont de moins en moins recommandés, entre autres parce qu'ils peuvent créer une dépendance ou encore des problèmes moteurs et cognitifs. Ainsi, il est préférable de les utiliser seulement pour une courte période. Il y a aussi les antidépresseurs qui peuvent s'avérer efficaces pour diminuer les symptômes reliés aux troubles. Mais il faut savoir que ce type de médication peut prendre jusqu'à quelques semaines avant d'atteindre sa pleine efficacité. Finalement, il y a les antipsychotiques qui peuvent être prescrits à petite dose dans certains cas. On va maintenant terminer avec les traitements psychologiques. Commençons par aborder le traitement de type cognitivo-comportemental. C'est un traitement qui est intensif et de courte durée, durant lequel le patient va entre autres travailler sur ses distorsions cognitives. C'est-à-dire qu'il sera amené à remettre en question ses pensées, ses croyances et attitudes pour ensuite les modifier. Dans ce genre de traitement, la personne qui sera accompagnée d'un professionnel, bien sûr, va aussi être amenée progressivement à s'exposer aux différents éléments qui génèrent chez elle de l'anxiété. L'idée est simple. Plus la personne s'exposera souvent au stresseur, moins celui-ci générera d'anxiété chez elle lorsqu'elle devra y être confrontée. L'exposition peut se faire en clinique avec un psychologue, mais aussi avec un ergothérapeute en temps réel. Il y a aussi des approches thérapeutiques intégrant la pratique de méditation qui peuvent aider à réduire les symptômes anxieux, mais aussi aider la personne à apprendre à mieux tolérer ses émotions. Dans tous les cas, si jamais tu t'es reconnu dans cette vidéo et que tu vis de la détresse causée par l'anxiété, n'hésite pas à en parler à un professionnel. Sur ce, je vous laisse sur ce beau témoignage qui nous montre qu'il est possible d'aller mieux et d'apprendre à vivre avec l'anxiété. Si vous pouviez décrire l'anxiété avec un seul mot. Intense. Parce que c'est quelque chose qui prend toute la place, des fois. Que tu as de la difficulté à combattre pour revenir à la surface puis revenir à ton état, en parenthèse, normal. La fragilité. La fragilité puis la peur aussi, ça serait un autre bon mot. Toutes les choses que c'est comme dans mon cas, c'est la route, c'est embarquer dans la voiture puis aller sur un nowhere. Ça, je me sens. Puis vulnérabilité, ça serait un autre mot que je pourrais dire. Que tu te sens au merci des événements. Tu sais, si tu prends la route, tu n'es pas bien en voiture, ou aller dans un spectacle, être entouré de monde. Les pensées là, qu'on a les pensées catastrophes qui sont en boucle, là, qui reviennent, mais qu'on se fait plein de scénarios sur qu'est-ce qui pourrait arriver, qui arrivera jamais. Mais... Ouais.